Bonjour, je tiens tout d'abord à remercier le comité organisationnel pour cette invitation au congrès. On va parler des procédures de TAVI valve-in-valve sur une bioprothèse chirurgicale. On va commencer par un cas clinique, une dame de 78 ans avec un antécédent de remplacement valvulaire biologique trifecta 19 mm, bon VG, une dysfonction sténosante. Un bilan pré-TAVI réalisé chez cette patiente qui montre un trou ID à 17, donc il n'y a pas d'erreur dans le compte rendu opératoire de cette patiente. Une hauteur de la coronaire droite à 11 mm, une distance entre la valve, le VTC, c'est valve to coronary, à 6 mm pour la coronaire droite. À gauche, un tronc gauche à 11 mm également, et une distance valve to coronary à gauche à 3 mm. On a discuté la prise en charge thérapeutique de cette patiente, soit une chirurgie rédux, un TAVI valve-in-valve ou bien un traitement médical. Alors, quels sont les principaux résultats des registres dont nous disposons sur les procédures de valve-in-valve? Ce registre américain de plus de 3000 patients compare de façon proportionnée les résultats des procédures TAVI valve-in-valve versus Redux RVA. Et là, les éléments sont clairs. Le TAVI valve-in-valve réduit quasiment de moitié la mortalité comparativement à la chirurgie Redux. Les complications semblent comparables, notamment en termes d'événements neurologiques et de pacemaker. Alors, quel type de prothèse choisir dans les procédures valve-in-valve? Eh bien, pour l'instant, on n'a pas une réponse formelle. Les deux dispositifs fonctionnent largement, avec des résultats comparables sur la mortalité à 3 ans, avec également, cependant, des complications un peu plus marquées chez les patients ayant eu un valve-in-valve avec une évolute, notamment sur les pacemakers et les fuites, avec cependant des prothèses de première génération. Un constat également sur les gradients post-implantation, notamment plus élevés chez les patients traités par valve ballon expandable. On attend le démarrage de cet essai clinique randomisé, 1 pour 1, Evolute Pro Plus versus Sapien 3 Ultra chez les patients qui ont une dysfonction de bioprothèse chirurgicale. Alors, y a-t-il des techniques associées pour améliorer nos résultats dans les procédures de valve-in-valve TAVI? La question est importante, notamment concernant la prise en charge par une fracture de bioprothèse avec l'utilisation de ballons non compliants. L'analyse du registre STS avec la valve Sapien 3 a montré des résultats intéressants sur les procédures de fracture dans les procédures de valve-in-valve avec une amélioration, on va dire un gain sur la surface aortique fonctionnelle avec une proposition de fracturer les valves plutôt en post-implantation qu'en pré-implantation, puisque dans cette étude rétrospective, de fracturer les valves avant implantation est un marqueur de mortalité. Alors ce registre allemand a été présenté cette année au PCR pour encadrer sur les données de leur registre les procédures de fracture de valves. Les indications principales sont retenues, ont été les petits anneaux, évidemment les prothèses sténosantes, avec un mismatch identifié au cours du suivi échographique, et puis une valve dite fracturable. Donc le modèle de fracture de valve, on n'est pas décrit ici, on peut éventuellement en parler un peu plus tard. Les principales complications sont les obstructions coronaires, les fuites aortiques, les événements neurologiques et les complications de rupture au niveau de la LVOT. Eh bien, ici, ce qu'on identifie, c'est que les résultats sont favorables à la fracture de valve avec des gradients hémodynamiques qui semblent bien meilleurs, avec des complications sévères qui sont comparables ici dans ce registre. Il y avait des fractures qui avaient été faites avant et d'autres après. Et cette fois-ci, un constat sur la mortalité avec une diminution de la mortalité à 5 ans. Il existe des dispositifs chirurgicaux dédiés pour le futur, l'avenir, la valve Inspiri chez Edwards qui dispose d'un petit loquet qui permettra d'éviter les fractures et avoir une efficacité mécanique au cours d'une implantation post-dilatation sur ces bioprothèses. Alors,
On a parlé des risques d'obstruction coronaire et ces risques d'obstruction coronaire sont en lien avec une distance qui a été retenue de moins de 4 mm entre la valve et, on va dire, une structure, qu'elle soit à la fois coronaire ou aortique. Et ce surrisque d'événement coronaire est en lien avec le type de bioprothèse, notamment les bioprothèses qui ont une suture des leaflets à l'extérieur des montants. Donc c'est ici une diapositive qui vous identifie les différents types de prothèses. On a les prothèses donc stentées ici, avec un positionnement annulaire, ici supra-annulaire, et puis celles qui ne disposent pas de stent, les stentless, et celles qui ont donc ces leaflets qui sont suturés à l'extérieur des montants, notamment la trifecta et les mitroflow. Alors revenons à notre cas clinique, Redux, valve-in-valve ou traitement médical. On reprend notre scanner à l'image de ce que l'on a vu antérieurement. On a un risque d'obstruction coronaire sur le tronc commun gauche qui est significatif puisqu'on a une distance entre le tronc et la valve qui est de l'ordre de 3 mm. Donc comment réduire ce risque d'occlusion? Je vais vous proposer de partager ce cas clinique qui a été réalisé dans le centre il y a quelques semaines. C'est une des techniques de protection du tronc commun gauche. On a réalisé une technique de basilica. Alors le basilica, c'est un terme c'est un acronyme un peu long à répéter. C'est une technique qui va permettre de déchirer la cusp en regard de la coronaire gauche. Cette technique utilise pas un dispositif dédié, hein, ce sont des guides d'angioplastie coronaire. Donc on va essayer de partager cette technique pas à pas. Donc on a compris que l'objectif était de déchirer la cusp en regard du tronc gauche ici, et ensuite de pouvoir implanter la valve sapien ou évolute. Alors, on commence la procédure par franchir, ici c'est donc c'est la trifecta 19 qu'on avait vu tout à l'heure, on franchit la valve aortique par voie fémorale ici à gauche, on met un snare, un lasso au niveau de la LVOT, au sein d'un cathéter porteur MP. En fémorale droite 8 French, on met une sonde AL3. Dans cette sonde AL3, on va faire un système on va introduire différents dispositifs pour aller pouvoir perforer la cusp en regard de la gauche. Donc, au préalable, on identifie la cusp gauche sur deux incidences, ce qu'on appelle la side view. Donc, on cherche la vue latérale concernant en face de la cusp gauche, et puis une vue frontale pour pouvoir chercher la zone où on va ponctionner de façon précise au plus central de la cusp gauche. Donc, on a ce montage ici avec un cathéter AL3 porteur, un microcathéter piggyback qui est d'accès difficile même en Europe, et un guide perforant 3 mètres qu'on appelle Astato. Au sein de ce dispositif, on va y mettre une MP qui va nous permettre de modifier l'angle d'attaque du guide perforant. Donc le guide Astato, c'est un guide qui pique. Il est très long, il fait 3 mètres, ce qui va permettre de faire le téléphérique, de passer de la fémorale droite à la fémorale gauche. Donc c'est ce qu'on a fait ici. On a piqué la cusp gauche. On a utilisé pour ça notre bistouri électrique pour pouvoir délivrer une impulsion électrique pour franchir. On le récupère à travers le lasso, qui est positionné par la voie fémorale gauche. Et on va donc récupérer notre guide dans la multipurpose posée en fémorale gauche, qu'on va pouvoir ressortir en fémorale gauche. Et on va préparer notre long guide Astato en V pour pouvoir déchirer la cusp gauche. Ici une photo du montage. Donc on va chercher le positionnement de notre dispositif ici, avec le bout de notre microcathéter ici. Là, la qualité n'est pas très bonne. On va donc lancer une impulsion électrique à 70 watts et de façon concomitante tirer sur les deux cathéters pour déchirer la cusp. Avec un résultat sur une évolute 23 tout à fait satisfaisant, une perfusion coronaire qui est bien identifiée et des suites simples, une sortie précoce, un gradient à 13. Là, on n'a pas cherché le projet de post-dilatation ou de fracture. En conclusion, le valve-in-valve, c'est une procédure qui est à privilégier.
intérêt très important d'analyser la racine aortique, d'avoir des scanners qui soient d'excellente qualité, ne pas hésiter à partager les images, parce que ce sont des procédures qui restent à risque. On a des compléments aux thérapies du valve-in-valve, notamment la post-dilatation et le cracking, hein. On a des outils de prévention d'obstruction coronaire, il y a des outils dédiés, il y a le shortcut qui est en cours d'évaluation. Tu as parlé tout à l'heure, Tarek, des valve-in-valve TAVI, des TAVI-in-TAVI, à anticiper chez les patients jeunes à faible risque. Attention à l'espérance de vie et la durabilité attendue de la bioprothèse, que l'implantation haute, comme tu l'as bien défini, elle permet de réduire les taux de pacemaker, mais elle expose à un risque d'abord immédiat d'accès coronaire et un risque futur de séquestration de sinus qui est très loin d'être négligeable, notamment avec les prothèses auto-expandables. Voilà, je vous remercie.